Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver, chers amis. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci aussi pour les partages et les abonnements. Vous faites en masse à la chaîne Khalid de Léon. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas aussi à faire des commentaires, hein. J'adore ça, j'adore vous répondre aussi via les commentaires. J'aimerais revenir sur une espèce de petit chaton qui fait ses griffes comme ça, qui essaie d'exister, le fils du repris de justice, du repris de justesse, Nicolas Sarkozy, dont l'enfant, le rejeton, voudrait faire parler de lui, voudrait exister, voilà, péter plus haut que ses fesses, comme on dit, et exister en faisant des déclarations incendiaires, puisque dernière en date, dernière folie du rejeton de la Sarkozy, il appelle à brûler le consulat ou l'ambassade algérienne. Rien que ça, comme ça, il balance ça sur les ondes de son tonton Bouygues qu'il a pris chez lui, comme ça, pour faire le journalisme. Bon, il n'est pas journaliste ni quoi que ce soit, hein. À beau mentir, qui vient de loin, de cet enfant qui a aussi grandi aux États-Unis, donc il peut nous raconter un peu ce qu'il veut. Mais on l'entend quand même avoir des crises de nerfs un petit peu. Récemment, il avait aussi d'une façon très légère, comme ça, se prenant, je ne sais plus, pour Tartampion, ça se trouve, appelé aussi à brûler, à détruire la Libye, le Liban, la Cisjordanie. Enfin, il dit ça avec des choses absolument grotesques. Il me fait penser, vous savez, à ces petits chatons qui voudraient montrer à papa qu'ils font caca ou pipi tout seuls et qui vont dans leur litière gratter. Et lorsqu'ils ont déposé leur petite crotte, eh bien, ils apportent leur petite crotte à papa. T'as vu, papa, j'ai fait caca tout seul. C'est peut-être pas le moment en ce qui concerne la Sarkozy, puisque le père, je vous le disais, est dans un gros merdier, du côté, lui aussi, des guerres aussi, parce qu'il a vraiment, lui, participé à brûler des pays et aussi à en toucher des dividendes. On est effectivement dans l'exagération en ce qui concerne ce fils qui est pressé d'y arriver. On sent qu'il est très, voilà, il a envie d'être enfin un Macron bis, quoi. Il dit Macron a pu être président, je ne sais plus. Enfin voilà, à tel âge, il se dit peut-être que j'arriverai à faire mieux. Oui, dans le pire. En fait, on sent quand même qu'il y a du Sarkozy chez lui, hein. C'est vraiment le fils, hein. Il n'y a aucun doute, pas besoin de faire d'examen d'ADN. Tel père, tel fils, tel pire, tel vice. On sent effectivement qu'à cette empreinte, on réfléchit pas, on fonce et on casse tout. Dans ce désir d'exister et d'aller vite, il me fait penser un petit peu au fils de Napoléon III et de Joséphine et de Madame Guzman, hein, l'épouse donc de Napoléon III. Ils avaient un fils qui s'appelait l'Aiglon. Et il a voulu exister, être aussi une espèce de conquérant colonialiste, un petit peu à l'instar de son oncle Napoléon. Et il est allé en Afrique du Sud pour essayer de mater les sauvages d'Afrique du Sud, le fils de Napoléon III et de sa petite maman espagnole. Il est allé donc en Afrique du Sud, faire des stocks et de taille, comme on dit, mater les primaires et les primates sud-africains, sauf que lui s'est fait, hélas, ce jeune aiglon, taillé en pièces. Il est revenu en morceaux chez lui à Paris. Alors il a voulu voler trop vite aussi, un petit peu à l'image de ce jeune Sarkozy qui se croit tout permis parce que papa est ceci, maman est cela. Dans ce contexte un petit peu comme ça, très, très brûlant de l'actualité, on va reparler de Xavier de Driancourt, l'ancien ambassadeur d'Algérie, par 2 fois ambassadeur, hein. Bon, il vaut pas effectivement un certain ambassadeur. Le premier d'ailleurs, qui en 62 s'est installé en Algérie, c'est Jean-Michel Jeanneney, qui est un historien, qui est un intellectuel de haut niveau et qui lui sait mesurer ses propos et a de la distance et de la réserve. Comme l'étaient d'ailleurs les grands hommes de l'époque, hein, Jean-Paul Sartre, André Malraux, ou le général de Gaulle qui avait le sens de la distance ou à l'imperfect. Là, on sent effectivement qu'on a affaire à des rigolos, à des parvenus qui se lancent dans la bataille et dans l'injure, on va dire ça comme ça, et dans la diffamation envers l'Algérie. Alors, Monsieur Driancourt revient à la charge il y a 1 mois et il appelait à bien emmerder, si j'ose dire, passez-moi l'expression, le plus possible l'Algérie et les Algériens. Alors, dernière en date, j'ai appris que les avions d'Air Algérie, que les passagers algériens avaient été victimes effectivement d'une forme de discrimination. En tous les cas, on leur a cherché vraiment des poux dans la tête à l'arrivée à Paris avec des embouteillages, des retards, des fouilles, etc. C'est assez rare, effectivement, cette espèce de brutalité sur l'arrivée de touristes ou de passagers ou de franco-algériens, donc français aussi, pour un petit peu leur pourrir un peu la vie. Alors, je ne sais pas qui est à l'origine de ça, qui a donné cet ordre-là. Je sais que M. Driancourt, l'ex-ambassadeur, avait donné quelques pistes un petit peu pour pas brouiller les pistes, mais pour rendre
moins facile la résolution du froid entre la France et l'Algérie. Alors, c'est vrai que des histoires d'avion entre l'Algérie et la France, il y en a au moins deux. Il y a eu le regrettable incident de décembre 1994, la fameuse prise d'otage qui avait commencé à Alger et qui s'est terminée hélas dans le sang à Marseille, souvenez-vous, avec celui qui gérait un peu tout ça, c'était le grand Charles Pasqua, et qui avait géré cet incident terrible à Marseille. Mais avant ça, eh bien j'ai envie de dire, c'est pas l'Algérie qui a commencé, puisque la première prise d'otage, la première piraterie aérienne, eh bien a été le fait de la France, donc d'un pays, et ça, c'était le 26 octobre 56 où l'avion qui transportait donc de Rabat à Tunis les 5 chefs historiques algériens pour négocier, pour continuer à discuter sur l'indépendance, eh bien cet avion a été arrêté par la piraterie française, si j'ose dire, et donc ils ont dû atterrir à Alger. Donc dire à M. Driancourt, en matière d'emmerdement et de terrorisme, entre parenthèses, aérien, la France est très mal placée pour donner des leçons et pour aller chercher des choses assez mesquines, d'ennuyer des passagers. Alors, M. Driancourt, d'ailleurs, c'était un 26 octobre, c'est ça, 56. Alors, j'aimerais quand même faire remarquer que 6 ans plus tard, c'est-à-dire en 64, donc 8 ans plus tard, eh bien, un homme qui a été pour l'indépendance de l'Algérie, le grand philosophe, l'immense philosophe Jean-Paul Sartre, qui d'ailleurs a refusé, quant à lui, le prix Nobel de littérature. C'est très rare, je crois que c'est un cas unique dans l'histoire. Jean-Paul Sartre va refuser en 1964 le prix Nobel de littérature. Lui-même, Jean-Paul Sartre, qui en 62 a vu son appartement de la rue Bonaparte à Paris, dynamité par qui ? Par la confrérie très gentille, très philanthropique des criminels de l'OAS, puisqu'il soutenait l'indépendance de l'Algérie, lui et Simone de Beauvoir et d'autres intellectuels, de grands Français, on va dire ça comme ça, eh bien soutenaient l'indépendance de l'Algérie, comme Pierre Vidal-Naquet, l'historien notamment, eh bien il a vu son appartement plastiqué. 2 ans plus tard, il refusera aussi le prix Nobel. Donc voilà, ça c'est des grands Français avec qui on peut parler. Donc une époque très troublée, etc. Et là, M. Driancourt qui revient en proposant comment finalement essayer de marginaliser l'Algérie, de boycotter l'Algérie, mais de mettre surtout du Zeitoun, si j'ose dire, ou du Zemmour, Zemmour de Zemmour, voilà, entre l'Algérie et la France, en servant les intérêts de je ne sais qui. Ça ne sert pas les intérêts du français moyen, ni de l'économie française. Alors M. Driancourt roule pour qui? Je sais pas. Je ne sais pas pour qui il roule, mais en tout cas, il roule. Il roule de travers, mais il roule quand même, Driancourt. Alors lui, il cherche un petit peu, à la façon du petit Sarkozy, de brûler les relations entre la France et l'Algérie, comme le jeune arriviste, le jeune opportuniste Louis Sarkozy rêve effectivement de brûler l'ambassade d'Algérie. Laissez-moi rire. Et alors, j'ai vu un truc absolument invraisemblable. Vous savez, moi, les médias, j'appelle ça quand même les merdias, passez-moi l'expression. On met des gens qui sont sans diplôme, sans savoir, sans culture, sans raisonnement. En général, 90% de la visibilité médiatique est faite par une espèce de fachosphère, quand même, etc. Des gens qui sont sous influence ou qui sont payés pour dire des choses ou faire des choses ou faire allusion, des illusionnistes de l'information. Et j'ai vu que Driancourt, alors c'est bizarre, vous avez peut-être à la revoir, c'était il y a un mois, sur CNews Europe 1, je crois, donc... Voilà, c'est caca boudin tout ça, c'est caca et boudin qui se mélangent, c'est news, et ils ont amené la maghrébine Sonia Mabrouk. Alors là, franchement, c'était hallucinant, j'ai réécouté ça, j'ai pas réécouté, j'ai écouté, s'il y a quelqu'un qui m'intéresse pas, c'est bien CNews, Sonia Mabrouk, Europe 1 et toute la fratrie et toute la mafia médiatique, comme dirait l'autre. Et alors cette femme, c'est un mélange de Zemmour et de Marion Maréchal. Je pense même que si on fait un mélange, on crée une espèce d'osmose, une espèce de symbiose entre Mabrouk et Zemmour, je pense qu'il n'y aurait pas autant de détestation de l'Algérie comme elle peut le faire. Elle a été pire
que Driancourt, Xavier Driancourt, qui était mesuré dans tous ses propos, mais ses attaques, ses allusions étaient tellement si mesquines qu'elles m'ont fait penser aux crottes du fils de Nicolas Sarkozy dans la litière. On aurait dit qu'elle allait chercher ses crottes et qu'elle est venue avec ses crottes en faire des questions de cette Sonia Mabrouk. Une espèce de violence, d'insinuation, de répéter à l'envi le régime algérien, revenir sur le terrorisme des années noires. Enfin, imputer indirectement tous les terroristes, puisqu'elle a même évoqué les attentats de Charlie Hebdo dans le même questionnaire, ce qui sous-entendait une association d'idées dans l'esprit de l'auditeur, qui pouvait laisser croire que l'Algérie, quelque part, était là-dedans. C'était très sournois, très bislard, ces questions, et elle me faisait penser aussi à ce que disait aussi le grand ministre dont on serait bien passé, Manuel Valls. Elle laissait sous-entendre qu'il y aurait peut-être une colonne, une 5e colonne d'Algériens en France, avec des cellules dormantes comme Al-Qaïda algérienne, un peu sous-entendu par Driancourt dans l'interview, mais pas autant qu'elle. Et elle a insisté, elle revenait sans arrêt. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a eu dans son histoire, ou dans son envie d'être plus française que français, plus royaliste que les Français, pour avoir des questions aussi sordides et des insinuations dignes d'un Bardella ou d'une Marine Le Pen. Elle était absolument incroyable dans ce numéro, où elle était ridicule. Hein. Dans ces questions, elle m'a fait penser un moment à Joséphine Baker avec ses bananes toutes nues en train de danser. Eh bien, elle faisait sa danse du ventre avec ses bananes autour de sa taille, la Sonia Mabrouk, et elle s'agitait comme ça, comme une espèce de Joséphine Baker frustrée, pour plaire à l'auditoire, pour plaire à Vincent Bolloré, pour être plus française que les Français. C'est un peu ça, vous savez, c'est le fameux livre d'Albert Memmi, hein, le néocolonisé. Elle est la représentation parfaite, Sonia Mabrouk, du néocolonisé. Allez voir, si vous voulez bien, ces questions-là. J'ai pris quelques notes pour définir un peu ce qu'elle a été. Vous savez, il y avait George Bernard Shaw, l'humoriste anglais, où Oscar Wilde disait tout ce qui est excessif est insignifiant. Alors, effectivement, tout ce qu'elle a pu dire est insignifiant pour une raison simple, puisqu'elle est la personnification de l'insignifiance, cette Sonia Mabrouk. Elle a voulu peut-être rivaliser avec la brutalité et le sectarisme et la violence d'une Apolline de Malherbe. Il y a peut-être une compétition entre ces deux danseuses du ventre médiatique, mais là, ça a été un numéro incroyable où elle a dépassé dans le sous-entendu et dans le mépris des Algériens et de la politique tout ce qui a déjà été dit sur l'Algérie. C'est vraiment un grand numéro qu'elle a fait. Je vous dis, elle a été à la fois la Joséphine Baker du manque de pudeur, du manque de retenue, et en même temps elle était un peu les bananes autour de la taille, quoi. Elle n'était pas grand-chose, et en même temps elle était ses crottes du petit Sarkozy qui montrait. En fait, quand le Louis Sarkozy fait son petit caca qui montre à papa qui peut être aussi grotesque et violent que son papa, eh bien Mabrouk a fait à peu près la même chose. Je peux être aussi brutal, aussi mesquine que n'importe quel parvenu du système médiatique tricolore aujourd'hui. Alors, à vrai dire, moi, toutes ces affaires de conciergerie, de radoteuses, un petit peu, de polémistes, de propagandistes comme elle et d'autres, hein, je ne les suis pas trop, j'ai pas que ça à faire. J'ai vu qu'à un moment, elle a aussi essayé de mêler et de prêter au gouvernement algérien des intentions de manipuler des influenceurs qui ont perdu effectivement le sens de la réserve, ces influenceurs. Elle a essayé de sous-entendre que c'était des colonnes qui étaient inspirées par l'Algérie. Elle a aussi voulu défendre celui qui a, je ne sais plus son nom, cet autre youtubeur qui a balancé ces youtubeurs, je crois. Alors, je ne sais pas qui est celui, alors on leur appelait la balance, ou alors celui qui a balancé les youtubeurs algériens qui ont balancé un peu tout et n'importe quoi, on leur appelait la balance, hein, ou je crois que les jeunes ont une expression pour dire le béillard, je crois, hein, celui qui a balancé cela, enfin peu importe, tout ça. Mais on a senti cette envie effectivement de ternir l'image de l'Algérie à l'étranger. C'était très très flagrant, et je n'aurais pas cru qu'on puisse condescendre et descendre aussi bas dans un questionnaire qui sentait quand même la fausse sceptique, qui sentait les latrines. Je pense que, bon, c'est aussi à l'image de CNews, hein, et aussi Europe 1, il suffit de voir un petit peu de quoi l'essence de ces deux médias. Et à la limite, j'ai envie de dire, on peut se réjouir de la disparition de C8 et de la tariha, si j'ose dire, de la gifle que lui donne actuellement la Macronie, en lui disant
maintenant il va falloir un petit peu t'écraser, ça suffit. Alors il ne le fait pas pour les beaux yeux des Algériens, ni pour les beaux yeux des Maghrébins en général. C'est une histoire de politique entre Bolloré et Macron, mais ça fait quand même du bien qu'au passage, effectivement, puisque les ennemis, je crois qu'il y avait, je sais pas qui disait, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Alors en l'occurrence, la Macronie, qui dézingue un petit peu la Bollerie, la Mabrouki, et tutti quanti, ça nous fait finalement pas de mal. Alors, jusque-là, on va dire, tant mieux, on n'a pas eu d'autres hystériques qui sont montés au front. Enfin, il y a toujours les mêmes, il y a la Daoudia, hein, Daoud, etc., pour le saut de gélicine du trottoir. Mais on n'a pas encore vu un islamophobe notoire comme Michel Houellebecq nous sortir aussi une petite saleté, une petite aussi boule puante ou une crotte de nez autour de l'Algérie. Lui, Houellebecq, c'est plutôt l'islam, mais attiré peut-être un peu par l'odeur alléchée, un petit peu comme le renard dans la fable, attiré par le fromage, l'argent qu'il a à faire. Peut-être verra-t-on Houellebecq, le spécialiste en toxicologie, en soulographie aussi, nous sortir une petite nouvelle crotte concernant sur l'Algérie, ou alors se voulant aussi un défendeur de la liberté d'expression et du Balzac de la collaboration, à savoir sans salle. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Partagez la vidéo si vous voulez bien. Faites des pouces, faites des commentaires, évidemment. Je vous remercie et à très bientôt.